L'existence même de la ville impose que des dispositifs efficaces et opérationnels existent pour mettre à disposition de tous de l'eau potable, éviter le contact entre les citadins et les eaux souillées, gérer efficacement les eaux de pluie, limiter les risques d'inondation, etc. Depuis 150 ans, de gigantesques dispositifs ont été construits dans les villes des pays développés pour atteindre ces objectifs. Ils offrent aux citoyens qui en bénéficient un niveau de confort extrêmement élevé pour un coût qui reste finalement très acceptable. Pourtant, ces infrastructures doivent évoluer. Elles ne règlent pas tous les problèmes et en posent de nouveaux. Elles ne permettront pas de faire face aux défis que nous imposent les changements à venir. La grande idée de l'hygiénisme et de la réticulation urbaine du 19e siècle avait consisté à supprimer les eaux de pluie de la surface du sol, à supprimer toute eau indésirable de la surface du sol, les eaux de pluie étant considérées comme des eaux nuisibles. Et l'idée était qu'il fallait que les eaux circulent et surtout ne stagnent pas. Il y a une chose qui est tout à fait caractéristique de l'essor des techniques urbaines et de la réticulation depuis le 19e siècle, c'est que cette réticulation, donc le développement de tous ces réseaux, ont fait que les citadins ont été complètement coupés d'une forme de naturalité urbaine, donc coupés de l'eau, puisque ils n'ont plus qu'à ouvrir le robinet pour accéder à l'eau, coupés de l'eau de pluie parce que l'eau de pluie est évacuée rapidement, mais coupés aussi de l'animalité urbaine et de tout ce qui en fait faisait la nature dans la ville. La conséquence de ceci est que, effectivement, le citadin s'est complètement déconnecté de la réalité de ces grands cycles, comme le cycle de l'eau, de la pluie, de la possibilité d'une inondation. Et on oublie très vite. C'est-à-dire que le fait, finalement, de cacher l'eau fait qu'on oublie l'eau. Comme on ne peut pas demander à l'eau de s'adapter à la ville, c'est donc à la ville de s'adapter mieux à l'eau, et elle doit le faire dans un contexte de changement global et d'incertitude. L'adaptabilité devient un critère majeur pour concevoir les villes de demain. Avant, quand vous gérez l'eau pluviale d'une ville, c'était sécurité des habitants. Je la prends le plus près des gens et vite je m'en débarrasse. Et ben, aujourd'hui, on essaye de faire tout à fait différent, d'apprendre aux habitants à cohabiter avec l'eau. Et en plus de ça, on se rend compte que du point de vue paysage, du point de vue c'est un plus. Donc l'idée qui prévaut chez les gens qui s'intéressent au cycle urbain de l'eau, c'est celle selon laquelle il faudrait, j'emprunte l'expression d'un collègue, rendre les villes transparentes à l'eau. Alors ça signifie qu'il faudrait que les espaces urbains n'aient plus aucun effet sur le cycle de l'eau. Et que par conséquent, il faudrait que toutes les zones que l'on imperméabilise, comme ceci, soient en quelque sorte compensées par des zones d'infiltration. Et dans ce cas-là, ça signifie favoriser donc l'infiltration dans le sol et en particulier la recharge des nappes. Et puis l'autre chose qui est très importante, bien entendu, c'est de favoriser l'évapotranspiration. Ça, c'est un enjeu extrêmement important pour la maîtrise des événements climatiques extrêmes de type caniculaire. Et donc là, il y a vraiment des réflexions nouvelles qui se font jour sur ce nouveau rôle de l'eau. Un autre aspect tout aussi important est de changer le statut de l'eau dans la ville. Au-delà de l'eau technique, celle des tuyaux, qu'elle soit propre ou sale, il y a aussi, même en ville, l'eau naturelle, celle des ruisseaux et des rivières, mais aussi celle de la pluie, source et support de vie, de paysage et d'usage. Un réflexe un peu général qu'on doit avoir maintenant, c'est de se dire qu'on n'est pas là pour dominer en fait le phénomène naturel, mais d'abord pour le comprendre, et de voir comment on peut s'insérer dans ce phénomène naturel, ce qui n'exclut pas en fait la présence de l'homme, mais qui fait qu'on s'adaptera le mieux possible et on vivra le plus sereinement possible avec ce milieu, donc avec l'eau pluviale. Au-delà de la mise en place de nouvelles technologies, c'est le statut même de l'eau en ville qu'il faut changer. Les eaux de pluie ou les eaux usées doivent passer du statut de menace ou de déchet à celui de ressource. Les milieux naturels aquatiques, rivières, étangs, zones humides, ne doivent plus être cachés, corsetés, assainis. Ils doivent au contraire être mis en valeur et utilisés pour valoriser la ville. C'est un nouveau contrat qui doit être établi entre l'eau et la ville. En fait, c'est un combat très complexe parce que montrer l'eau en ville, c'est le retour de la nature dans la ville, ou tout simplement laisser de la place à la nature dans la ville. Donc, et ça, c'est un changement culturel
extrêmement important et on ne sait pas bien finalement comment concilier ville et nature. On voit ces quelques années, et surtout, on va dire les 2 dernières années, une évolution considérable qui va de pair avec la notion d'écoquartier, on va dire. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'environnement est vraiment rentré comme une préoccupation essentielle. Donc c'est la préoccupation essentielle des élus, des habitants bien sûr. On veut y répondre et on s'est très vite rendu compte que le chemin de l'eau, la prise en compte de l'eau était un élément fondamental dans ces plans-là. Maintenant, je pense qu'il y a un signal fort qui a été donné et on voit, enfin, ne serait-ce dans la presse spécialisée, dans les concours, dans même les élus eux-mêmes qui parlent quasiment plus que d'écoquartier dès qu'on parle d'urbanisme, on voit que vraiment la donne a complètement changé. Et ça, pour moi, c'est vraiment porteur d'espoir et on va affiner notre technique, on va poursuivre ces aménagements, les gens vont s'y habituer. Le grand changement dans lequel on est, puisqu'on vit une crise de la biodiversité d'ampleur comparable au changement climatique, que les écosystèmes rendent de moins en moins bien les services vitaux dont on dépend, comme celui de l'eau, et que ces services-là, cette capacité des écosystèmes à résister au changement, on est en changement, ça dépend de la diversité biologique qui les habite, leur fonctionnement dépend de la diversité biologique qui les habite, ça veut dire que la protection de la nature, ça doit se faire partout. C'est plus seulement le panda, la baleine, un parc national qu'on va faire loin à la montagne, c'est partout. C'est pour ça qu'il y a une trame verte et bleue en France, c'est pour recréer des connexions, pour compenser ces ruptures, ces destructions d'habitat, puis pour permettre à la nature de circuler partout. Ça veut dire qu'on change de vision des choses. Jusqu'à présent, on pensait que la nature devait s'adapter à nos projets, à nos aménagements. Et bien maintenant, il faut concevoir nos aménagements dans leur cadre naturel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire. Ça veut dire qu'on va le faire différemment et qu'on va réfléchir différemment. C'est ce pas-là qu'il faut arriver à faire. Je serais plus partisan, si je devais te donner un concept qui serait un concept d'introduction de la qualité dans la ville, ça serait moins de parler d'apporter de la nature que d'y apporter du vivant. Enfin, le mot vivant me plaît mieux parce qu'il recouvre plus de choses et l'eau précisément entre mieux dans ce concept du vivant que de simplement la restriction du végétal ou de l'espace vert au fond. On se fait plutôt une idée de la ville où l'eau serait maintenue, retenue le plus longtemps possible, maintenue en surface, de manière à ce qu'effectivement elle puisse soit retrouver sa pénétration dans le sol naturel, soit qu'elle puisse s'écouler plus lentement. Et donc ne pas nécessiter une ingénierie lourde, et qu'en même temps elle participe à la qualification de la ville elle-même, parce que c'est un élément nourricier, l'eau. Elle peut alimenter des plantations qui pourraient se trouver sur son cheminement. L'enjeu pour la plupart des collectivités aujourd'hui, c'est de limiter l'étalement urbain et de redévelopper la ville sur elle-même, de faire revenir les gens en ville. Mais pour ça, il faut être en capacité de leur offrir un cadre de vie suffisamment agréable, suffisamment attractif, où ils aient vraiment envie de vivre. La région Île-de-France indique que le besoin de nature est le premier facteur de décision pour les franciliens qui quittent le centre urbanisé de la région vers la périphérie naturelle. Donc on sent maintenant émerger, enfin on a des retours sur la demande des citadins d'une nature de proximité, donc on peut jouer aussi là-dessus. On est actuellement sur des grands projets. On fait un projet à Douai dans le nord de 2000 logements. C'est une véritable ville où tout est traité de cette manière-là. À Marseille, pareil, on a un très très grand projet avec des conditions très différentes d'ailleurs. Il faut s'adapter à la pluie. Il pleut autant à Marseille qu'à Lyon, mais pas du tout de la même manière, pas avec la même fréquence, la même violence. Donc c'est pas un problème, au contraire. Au-delà des solutions techniques utilisées pour gérer l'eau, il s'agit en réalité de penser une nouvelle relation entre la ville, la nature et l'eau. Ceci ne pourra se faire que si nous sommes capables de développer, partout dans notre société, une culture commune et partagée de l'eau, de la nature et de la ville.